Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui dans ce webinaire, donc Azure, combien ça coûte réellement et comment optimiser ses coûts. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux experts chez Comsoft Azure pendant 1 heure, donc Bruno Etev, consultant cloud et Azure, et Nordin Bouddha qui est pre-sales Azure. Donc ils se présenteront juste après. Donc l'idée aujourd'hui, donc c'est de savoir un peu comment vous pouvez optimiser vos coûts avec des stratégies qui vont être plutôt intelligentes pour vraiment que vous puissiez maximiser l'efficacité de votre infrastructure et réaliser des économies significatives. Donc l'agenda, on va parler de Azure, à combien ça coûte. On va prendre un exemple de compte de stockage d'une machine virtuelle Windows. On parlera bien sûr d'optimisation des coûts. On parlera d'accompagnement service. L'idée c'est qu'on puisse vous accompagner dans la durée. Et on parlera aussi de sujets connexes, donc avec AVD, Windows 65 et du backup avec Vim. Et on aura une session de questions-réponses. Donc bien sûr, vous allez recevoir le replay avec la présentation, donc après la session, donc ça, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, on essaiera d'y répondre un maximum à la fin de la session. Si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, bien sûr, on reviendra vers vous, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai un lien pour prendre rendez-vous directement avec Nordine ou Bruno, après ce sera à votre discrétion. Et on va essayer de vous poser 4 petites questions de sondage pendant la réunion. L'idée, c'est qu'on puisse récolter des données et vous les partager directement en direct. Je vous pose une question, ça fait un peu d'interactivité. Voilà, je vais laisser la main à Nordine et Bruno et je vous souhaite un bon webinaire. Je suis là si vous avez toutes questions et si vous ne nous entendez pas bien ou si vous ne voyez pas bien. Merci à tous. Bon webinaire. Merci Alexis. Donc je suis Nordine et on a Bruno avec nous. Bonjour, Bruno ETV, donc je suis architecte Azure chez Comsoft et auparavant j'ai fait pas mal d'IT, donc je suis à même de comprendre vos problématiques quotidiennes. On va commencer la présentation, je vais arrêter la webcam. Et donc, comme disait Alexis, on va évoquer dans cette heure qui est à venir, dans un premier temps, tout ce qui concerne le cadre contractuel nécessaire pour utiliser Azure, et puis évoquer les différents moyens d'adresser les sujets de sécurité et aborder un exemple concret de déploiement de ressources pour fixer les esprits et montrer comme c'est facile d'utiliser Azure. Dans la seconde partie de la présentation, on va aborder l'aspect financier d'Azure, comment suivre et limiter ses dépenses, comment optimiser sa consommation, et comment chez Comsoft peut accompagner ses clients dans ces démarches. Dans un troisième temps, nous allons présenter quelques missions phares qui nous permettent d'aider nos clients dans leurs projets d'adoption Azure. Et puis enfin, on va aborder des sujets qui sont un peu connexes et qui permettent de voir comment Azure peut s'inscrire dans des projets qui concernent des aspects plus on-prem classiquement et permettre d'ouvrir le champ des possibles. Donc, dans cette première partie, on va voir ce qui concerne tout ce qui est contrat, sécurité et un exemple de déploiement. Et je passe la parole à Nordine pour la suite. On va aborder dans cette première partie non pas des cas d'usage classiques, mais principalement on va essayer d'expliquer comment se structure la partie contrat et la partie organisation chez Microsoft. Donc si on m'a pas donné la main, ou alors si on peut avant, voilà, on prend dans certains cas, évidemment, il y a ce déploiement Office 365, tout le monde connaît toute la gamme M365, donc ça l'offre SaaS Microsoft qui est un des besoins que les entreprises ont actuellement. Pratiquement tout le monde a ces solutions implémentées. Ensuite, on va aussi parler d'Azure, donc c'est différent, un abonnement Azure. Donc c'est évidemment là où on va pouvoir créer des ressources dans le cloud public Microsoft. Donc,
La différence entre les deux, évidemment, c'est que d'un côté, vous avez un service complet, de l'autre, vous allez créer vos ressources selon vos besoins et avec évidemment toute la partie complexe à gérer vous-même. On va retrouver derrière cela évidemment un lieu commun, c'est le tenant. C'est l'endroit, c'est le seul endroit évidemment. Ce tenant, c'est aussi lié à un contrat. Donc, on va associer sur ce tenant un contrat. Alors, il y en a plusieurs. On peut parler de CSP, accord entreprise, ou le Microsoft Customer Agreement, hein, qui est plutôt, et d'ailleurs, c'est pas plutôt, mais il est réservé à Azure uniquement. Et ces contrats, évidemment, sont associés à cet Azure Active Directory. L'Azure Active Directory, c'est vraiment là où on va gérer toutes les identités de vos utilisateurs. Certains le connaissent déjà si vous avez déjà adopté la partie Office 365, cet Azure Active Directory. Voilà, reste le lieu où vous allez même héberger votre abonnement Azure, puisque c'est nécessaire pour pouvoir commencer à faire de l'Azure. Lorsqu'on a créé un tenant, ou quand on a déjà un tenant, il y a une géolocalisation qui est prédéfinie par défaut. On est sur cette géolocalisation par défaut uniquement sur la partie Software as a Service de Microsoft, c'est-à-dire toute la gamme M365. Donc, c'est pas 4G par Microsoft. Vous avez une géolocalisation, par exemple, européenne, mais vous n'avez pas la main spécifiquement sur le lieu de ces données. Vous aurez une garantie que ces données sont bien en Europe ou en France, en tous les cas, mais vous ne pourrez pas, évidemment, choisir typiquement le lieu exact de ces données. Elles sont gérées par l'éditeur. À la différence d'Azure, où évidemment la géolocalisation de vos données, puisque là vous choisissez évidemment n'importe quel data center dans le monde. Microsoft s'est étalé évidemment sur toute la Terre, à proximité de tous vos clients ou de tous vos utilisateurs. Vous pourrez donc mettre vos applications ou vos data là où vous voulez. Ensuite, les renouvellements correspondent à 25%. Pour la partie sécurité, évidemment, on ne va pas rentrer plus dans le détail au-delà de la gestion des identités au travers de l'Azure Active Directory. C'est une base en fait. Microsoft offre déjà d'entrée certains services qui vous permettent de pouvoir gérer une partie de la sécurité, surtout sur la partie des identités. Donc, on va retrouver ici les différentes briques qui sont directement fournies dès que vous avez ouvert un Azure Active Directory. Et évidemment, il y a des préconisations, il y a à utiliser certains d'entre eux parce que c'est très important de contrôler l'accès à certaines applications, de pouvoir mettre des multifacteurs d'authentification ou même de donner des droits très restrictifs à certaines ressources, étant vraiment de pouvoir comprendre que de base, sans avoir besoin d'outils supplémentaires, vous avez déjà la possibilité de faire une gouvernance très pointue. Et après, on va pouvoir aussi sécuriser toute la partie applicative, toute la partie Azure, entre guillemets, où des services sont aussi directement proposés et qui vous permettront de pouvoir gérer aussi toute cette partie. Et derrière, voilà, on va retrouver toutes les composants en termes de sécurité, Sentinel, Defender, qui permettent de sécuriser aussi bien vos serveurs que toute la partie application métier. Voilà, tout est comment dire, pré-packagé et vous permettra de pouvoir les utiliser. Et c'est même préconisé d'ailleurs dans la plupart des scénarios pour un usage vraiment serein. Alors, en fait. Ah non, non, non. Alors, en fait, alors je reprends donc une petite question. Ça commence, il y en a 4, il n'y en a pas beaucoup. L'idée, c'est de savoir en fait si votre organisation comporte plusieurs sites physiques avec des infrastructures locales. Donc, vous allez avoir un petit sondage qui s'affiche à l'écran. Donc, oui, non, vous ne savez pas, c'est possible. Donc, l'idée, c'est de prendre toutes vos réponses. Et je vois que ça répond très très vite. Vous êtes déjà plus de 20% à avoir répondu. Donc, je vais laisser quelques secondes et puis on va partager les résultats comme ça. Vous pouvez voir un peu comment vous situez par rapport aux autres. Alors, encore quelques secondes. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est assez complexe. Ok. Allez, 5 secondes. Et après, je referme le vote. Allez, c'est parti. Alors après. Ouais, yes, j'ai bien vu pour le micro. On va essayer de voir comment on peut faire ça. On va essayer de couper ça. Je ferme, je vous montre les résultats et je vais aller voir pour le micro. Juste une petite. Allez, partagez.
juste un petit une petite fin à ce que je disais tout à l'heure. Donc, évidemment, il y a plein d'outils dans Azure qui couvrent tous vos besoins et qui peuvent être combinés aussi avec d'autres outils tiers. Juste pour rappel, voilà, nous sommes là aussi pour vous aider, vous accompagner. On a des équipes spécialisées sur la partie sécurité avec un scope vraiment exhaustif. Donc, il y a bien sûr Microsoft, mais d'autres acteurs sont présents et Comsoft sera ravi de vous accompagner dans vos choix et dans l'implémentation de ces outils de sécurité. Allez, je vous ai montré les résultats. Donc oui, 74% oui ont plusieurs sites physiques et des infrastructures locales. Non, voilà, 17% et 9% à ne pas savoir. Je vais relaisser la main à Nordine et Bruno. Ok, merci Alexis. Donc c'est intéressant parce que quand on est réparti sur plusieurs sites comme ça, les aspects de sécurité sont vraiment importants et en termes de réseau, on a la possibilité d'inclure Azure comme étant un site distant comme un autre et en particulier tout ce qui est déploiement d'appliances virtuelles type Fortinet ou Cisco Meraki permettent vraiment d'intégrer Azure au sein de votre organisation et de gérer les politiques de sécurité de manière centralisée. Donc maintenant, on va passer sur un cas d'usage concret. Donc, imaginons que vous vouliez déployer un site e-commerce dans Azure. Donc, on va pour ça définir une infrastructure réseau dans Azure, mettre un serveur web et puis un serveur de base de données. Et puis enfin, un espace de stockage pour ranger les photos du catalogue, par exemple. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très basique. Et c'est juste pour vous montrer quelle est l'approche qui est propre à Azure. Donc, on a cet accès à Internet. On va définir un resource group qui est la première étape quand on crée une ressource dans Azure. C'est vraiment un container logique dans lequel on va ranger toutes les ressources qui ont un lien entre elles. Donc, c'est vraiment un prérequis à chaque fois qu'on crée une ressource dans Azure. On commence par créer ou définir le ressource groupe dans lequel on va ranger la ressource. Ensuite, on va définir un réseau virtuel dans ce ressource groupe qu'on va découper en un ou plusieurs sous-réseaux. Donc là, on a choisi de faire un seul sous-réseau, ce qui n'est pas forcément le plus recommandé, mais qui est plus facile dans l'exemple. Sur ce réseau, on va définir un Network Security Group, qui est une première couche de base de sécurité, qui permet de filtrer les protocoles en entrée-sortie et les adresses IP de source et destination pour protéger vos ressources. Et puis derrière, on va créer une VM avec le serveur web, une VM avec le serveur SQL, et puis un compte de stockage pour les données. Donc là, va se poser la question de savoir combien va coûter cette VM. Et donc là, est-ce que voilà, est-ce que vous voyez bien la calculatrice Yes, Azure? on voit bien la calculatrice. Ouais. Ok, merci. Donc là, vous voyez que c'est l'outil vraiment qui permet de définir le budget, d'estimer. C'est vraiment une estimation, un devis. Combien vont coûter les différentes ressources qu'on va déployer. Donc là, vous avez accès à l'ensemble du catalogue des ressources Azure. Et dans notre cas, on va prendre l'exemple d'une machine virtuelle, par exemple, qui est relativement significatif et qui permet de balayer un certain nombre d'options qui sont importantes pour la suite de la présentation. Donc, dans un premier temps, comme on l'a déjà évoqué, on choisit la région, donc le data center Azure, dans lequel on va créer la ressource. Donc, on va déployer la ressource en France. On choisit le système d'exploitation de la VM et est-ce qu'on va mettre un produit en plus sur la VM. On choisit le niveau de
la VM. Là, ces deux cases-là permettent de faire des présélections sur le type de machine virtuelle, parce qu'on a un catalogue qui est vraiment très vaste. C'est-à-dire qu'on peut avoir, il y a plusieurs familles de VM qui ont des usages qui sont plus ou moins dédiés. On peut avoir des machines qui sont dédiées au calcul, à la base de données, qui ont des équilibres mémoire CPU différents, qui incluent du GPU, ce genre de choses. Donc, si on prend une machine, on va dire, assez standard avec de vCPU, 8 Go de RAM, là, on voit qu'on a une seule machine virtuelle et 730 heures, c'est la moyenne mensuelle de rapporter à l'année quand on laisse une machine tourner H24. Donc là, si jamais vous avez une ressource qui va tourner que quelques heures par mois, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir ajuster le coût de la consommation. Ensuite, là, c'est des éléments qui sont intéressants pour la partie optimisation financière. Et ce sont des notions qu'on va développer un petit peu plus loin. Donc, vous pouvez engager des plans d'économie ou réserver une instance qui vont vous permettre de faire entre 25 et 60% d'économie sur la partie compute de la machine. Donc, si je sais que cette machine, je m'engage de manière administrative auprès de Microsoft pour laisser tourner au moins une machine de ce type pendant 3 ans, je peux cocher cette case-là et je vois que je passe vraiment je diminue vraiment le coût. Donc, je passe de 140 € à 90 € juste en estimant que je vais avoir besoin de cette ressource pendant 3 ans. Et un autre levier important pour réduire les coûts, c'est ce qu'on appelle l'Azure Hybrid Benefit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ma machine Windows, je vais payer 60 € par mois pour le Windows Server. Sachant que si j'achète une licence de 8 cœurs en Windows Server avec Software Assurance, qui sont les conditions pour pouvoir utiliser cette licence dans Azure, je vais payer environ 20 € par mois. Donc, si je coche ça et que je rajoute les 20 € par mois évoqués, j'arrive à environ 50 € par mois pour l'ensemble de la machine et de l'OS. Alors que si je prends les options par défaut, je suis à 140 €. Donc, on a vraiment là un levier d'optimisation qui est important. C'est-à-dire quand on a des clients qui disent « Ouais, j'ai regardé Azure, c'est beaucoup trop cher », ça fait partie des premières étapes d'optimisation. Donc ensuite, quand on va vouloir créer la ressource, donc on se connecte sur le portail Azure. Donc c'est une URL. Et je vais commencer par créer une machine virtuelle. Donc là, je choisis la souscription dans laquelle je vais créer ma ressource. Ensuite, je vais décider de créer un nouveau ressource group. Je vais donner un nom à ma VM. Je choisis la région dans laquelle je déploie ma ressource. Là, je choisis si je mets de la redondance ou pas, le type de sécurité, l'image qui va me servir à déployer ma VM. Donc là, je vais choisir dans le marketplace Microsoft une machine avec Windows Server. Et là, je choisis la taille de la VM. Donc, c'est là où je vais retrouver les familles de VM et ce que j'ai
défini dans mon budget. Ensuite, je définis un nom administrateur local avec un mot de passe. Pour l'instant, je choisis de ne pas ouvrir de port sur la machine. Ça, je verrai ça au niveau de la création du Network Security Group. Et là, je dis effectivement que j'ai une licence. Donc, on retrouve ce qu'on avait évoqué dans la partie calculatrice ici. C'est là où se fait l'activation de l'Azure Hybrid Benefit. Ensuite, je définis le type de disque sur lequel je vais stocker mon OS. Si je détruis le disque quand je détruis la VM. Si je veux créer des disques de données qui sont séparés du disque de l'OS, c'est à cet endroit-là que je le fais, mais je peux le faire aussi par la suite. Là, je crée un nouveau virtual network avec un nouveau subnet, une adresse IP publique pour ma VM. Je n'ai pas de Network Security Group au niveau de la carte réseau parce que je souhaite le faire au niveau du subnet. Je le ferai dans un deuxième temps. Je décide de supprimer l'adresse IP publique si je supprime la VM, ce qui me permet de ne pas avoir de ressources orphelines. Et ensuite, sur la partie management, il y a un certain nombre de points sur lesquels on ne va pas s'étendre, mais ça peut être intéressant si vous avez des ressources qui sont destinées, par exemple, à du test. Vous pouvez définir un arrêt automatique de la VM avec ou pas une notification par mail. Alors, il n'y a pas de redémarrage automatique ici, mais par contre, oui, on peut l'arrêter. Hein, oui, pour faire un redémarrage automatique, il faut utiliser d'autres mécanismes qui sont plus sur des scripts d'automatisation. Ensuite, il y a un certain nombre de points sur lesquels on ne va pas s'étendre, qui sont pas l'objet de cette présentation. Un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que pour chaque ressource qu'on crée dans Azure, on a la possibilité de créer des tags. Donc, c'est une paire de valeurs, nom et valeurs. Donc, par exemple, ça pourrait être le projet et qui serait le webinar, le serveur web du webinar. Et là, automatiquement, toutes les ressources qui vont être créées, donc là, la VM, le disque, l'adresse IP, le réseau, tout ça va hériter de ces tags, ce qui me permet par la suite de pouvoir facilement identifier ces ressources dans la partie cost management qu'on verra un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a renseigné toutes ces informations, on vérifie, enfin, le système vérifie que tout est cohérent et on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton de création et dans quelques minutes, on aura une VM. Donc là, je vais partir sur la suite de la présentation. Donc là, on a défini tout ce qui était budget. Et ensuite, donc là, c'était. On repasse sur ce qu'on a vu en détail. Là, tout ce qui était création du portail, de la machine, un portail Azure. Et là, je vais passer la main à Nordine qui va vous montrer, une fois qu'on a les ressources qui sont créées, que on a de la consommation dans Azure, comment on fait pour optimiser, mesurer et Tu as la main, c'est bon, Nordine. ok, merci Alexis, j'étais en train de chercher.
Ok. Vous voyez mon écran? Yes. Ok. Alors, par contre, si on prend le cas du Cost Management, c'est un service que Microsoft met en place directement dans le portail Azure. Il faut que je fasse je suis resté sur le PowerPoint, je me connectais sur le service directement, mais euh, on va plutôt regarder ça ici. Est-ce qu'on peut patienter juste une petite seconde, parce que je crois que ça a planté de l'autre côté. Je vous prie de m'excuser. Pas de souci, c'est les aléas du direct. Il y a toujours un problème avec les portails qu'on doit refresh. Donc n'hésitez pas, hein, pendant ce temps-là, j'en vois qui ont déjà commencé à poser des questions. Si vous, pendant les démos ou pendant voilà ce qu'on vous dit, il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir ou vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à nous l'écrire dans l'onglet questions. On essaiera d'y répondre à la fin avec le plus de pertinence possible. Et donc, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on viendra vers vous individuellement, il n'y a pas de souci. Et je vous ai mis un lien aussi pour prendre rendez-vous avec l'un de nos experts cloud. Pareil, n'hésitez pas et dans les commentaires, vous nous expliquez un petit peu votre projet, votre demande. Alors, donc le FinOps, en fait, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, les opérations, elles sont vraiment très on va dire, très en étroite collaboration avec tout ce qui gère le côté finance. Euh, c'est important. Cost Management permet en fait de pouvoir avoir une BI assez précise en fait de ce qui est consommé à l'instant. Alors peut-être qu'il peut y avoir un décalage de quelques heures, hein, le temps que le portail puisse se mettre à jour, et on va retrouver des outils qui permettent en fait de pouvoir analyser très précisément le coût de ressources, le nombre d'heures. Après, ça peut aller très très loin sur les données à reporter. Bon là, il y a pas grand chose hein, sur la souscription que j'ai pris en exemple, mais on pourrait évidemment récupérer des données s'il y avait eu de la conso sur plusieurs types d'abonnements. On peut avoir plusieurs abonnements, ça peut avoir du sens pour justement peut-être séparer la facturation, séparer des environnements, séparer des budgets. Et c'est là qu'on va retrouver plusieurs types de services qui sont directement associés à Cost Management. Par exemple, l'alerte, ça permet finalement de pouvoir créer à partir d'un budget des alertes en termes de dépassement de budget à 80%. Enfin, voilà, vous connaissez plutôt bien le principe. L'idée, c'est d'être actif quand on reçoit ce type d'alerte pour pouvoir intervenir, soit en coupant les ressources, soit en interrogeant les personnes concernées. Donc, pareil pour les budgets, on peut accorder un budget à un abonnement, à un groupe de ressources, à un groupe à un lab. Enfin, l'idée étant vraiment de pouvoir contrôler les coûts, sachant que on rentre dans un modèle où vous payez à l'heure ce que vous consommez, enfin quand on parle de machines virtuelles, ou à l'octet si on est en termes de stockage, qui était différent du modèle classique, traditionnel, où vous aviez un investissement qui avait été fait, du coup derrière vous n'avez pas de coûts supplémentaires quand vous déployez des services-là. Il faut donc avoir toujours conscience de cette notion de contrôle, de gouvernance. On parlait tout à l'heure de la gestion des identités. Voilà, il y a aussi cette partie gestion des coûts qui est très importante. Nordine, tu veux Oui. bien aller sur la souscription sur laquelle on a de la consommation pour montrer comment on Ah peut oui, bah oui, quelque les chose Azure qui est un for Desk centime. Test. Ouais. Comme ça, on va pouvoir montrer quelque chose de plus significatif avec justement les recherches par tag, par ressources, par type de ressources. Et, Alors, l'accès au cost management est indépendant de l'Azure Active Directory, donc il n'y a pas c'est comme pour les rôles Azure en fait, les rôles cost management peuvent être élevés sans pour autant avoir une élévation des rôles dans l'Azure Active Directory et donc une compromission des règles de sécurité ou de stratégie. Vraiment, on peut être administrateur sur cost management et n'avoir aucun droit dans l'Azure Active Directory en soi. ce qui permet par exemple de pouvoir donner les pleins pouvoirs à la compta sur l'analyse des coûts Azure.
sans pour autant leur donner quelques droits que ce soit sur les ressources en tant que telles. Donc ici on va retrouver donc un abonnement où il y a de la consommation. Donc vous voyez, nous on a privilégié une séparation par abonnement pour notre simplicité. Après derrière on a quand même des groupes de ressources qui nous permettent de pouvoir identifier aussi nos projets. Et c'est le cas dans la plupart des entreprises. C'est plutôt un abonnement, plusieurs groupes de ressources. Il peut y avoir des éditeurs, des gens qui ont une bonne connaissance d'Azure qui vont utiliser le mode de plusieurs abonnements. Donc, ça peut avoir du sens. On est là évidemment pour vous conseiller dans tout ça, dans cette gestion. Donc, si on prend, on a plusieurs types de possibilités en termes de filtres par ressource. On peut retrouver ici derrière les types de catégories, les services qu'on y retrouve. Je ne sais pas si vous voyez toujours le truc du webinaire qui traîne là, que j'arrive pas à enlever. Donc, on peut identifier par la ressource quel type de service tourne et donc on peut après derrière avoir le nom du groupe de ressources concerné. Voilà, on peut avoir vraiment une BI très fine. On va pas développer plus longtemps, mais c'est important de voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Oui, ça permet effectivement de faire de la refacturation, par exemple, en interne ou en externe, ce genre de choses. Donc, Alexis, je veux bien que tu me redonnes la main, s'il te plaît. Yes, bien pour la sûr. présentation. Hop. Et, C'est bon. Ok. Merci. Donc, pour résumer, les différents leviers d'économie et de maîtrise des coûts, c'est la partie réservation d'instances, donc qui s'applique essentiellement à des VM et certains types de ressources comme des bases de données, certaines formes d'implémentation des bases de données. Donc, c'est ce qui permet d'obtenir les meilleures remises sur la partie compute. On a aussi les Azure Saving Plans qui peuvent se combiner avec les réservations d'instances, qui ont une assiette plus large, c'est-à-dire que c'est toutes les ressources qui font de la consommation de compute peuvent être concernées, mais les remises sont moins importantes. Donc c'est vraiment une étude assez fine de vos usages et qui permet de définir la meilleure stratégie et l'équilibre entre ces deux composantes d'économie des coûts. Ensuite, vous avez la partie Azure Hybrid Benefit. Donc, si dans certains cas, encore une fois, c'est pas systématique, mais dans certains cas, c'est plus intéressant d'aller acheter mon système d'exploitation dans un contrat externe plutôt que de le payer au moins le mois dans Azure. Et on peut faire des économies qui sont vraiment, plus la machine est puissante, plus l'économie sera importante. Je peux rajouter juste aussi, si vous avez si vous avez déjà fait un inventaire ou une étude de vos licences installées et que vous avez la certitude qu'il y a des cœurs qui ne sont pas exploités en local, ils peuvent être utilisés aussi dans Azure. Donc c'est important aussi d'avoir, et là aussi on peut vous accompagner, une vue précise en fait de ce que vous avez en termes de software asset management pour pouvoir après récupérer, si c'est le cas, les cœurs non exploités en local. Et là, du coup, c'est 100% de bénéfices. Vous n'avez pas besoin de racheter de licence par ailleurs. Vous exploitez les cœurs que vous n'avez pas utilisés en local pour Azure. Je ferme la parenthèse. Tout à fait, merci. Un autre levier aussi d'économie, c'est de mettre en place des mécanismes d'automatisation pour allumer et éteindre certaines ressources selon un planning prédéfini, voire de faire varier la dimension des ressources en fonction de la saisonnalité. Par exemple, le site web e-commerce qu'on a créé en début de session ne va pas avoir besoin de la même quantité de ressources si on est dans la période de Noël ou en plein creux d'activité. Donc voilà les différents leviers d'économie. Et pour aller un cran plus loin, on a aussi un partenaire qui édite la solution Survey, qui permet de se connecter au tenant Microsoft et qui, aussi bien autour d'Office 365 que de Azure, va récupérer des informations sur l'historique de l'utilisation des différentes ressources et proposer des optimisations qui sont difficiles à percevoir si on a juste accès au cost management.
En particulier, il y a quelque chose qui est assez important, c'est la partie ressources zombies. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait créé la machine virtuelle, on avait coché la case supprimer le disque quand on supprime la machine. Et ça c'est pas forcément fait partout dans toutes les organisations. Et on peut se retrouver avec des coûts de stockage importants qui ne sont attachés à aucune ressource. Donc cet outil permet, entre autres, c'est vraiment là un tout petit focus sur une toute petite fonctionnalité, mais qui est assez significative, de détecter ce genre de problématiques. Donc voilà, ça fait partie des outils qu'on peut mettre en place pour analyser les coûts. Et on propose une mission d'accompagnement sur des infrastructures Azure existantes et on va analyser vraiment en détail avec les différents outils qu'on vous a présentés, la consommation et vous proposer des pistes d'optimisation financière de manière vraiment détaillée et vous pourrez voir l'impact sur la facture de chacune de vos décisions parce que c'est vous qui connaissez votre infra et vous qui savez si on peut réduire ou pas la taille d'une VM, par exemple, parce qu'on peut très bien avoir une VM qui est utilisée à 5% de ses capacités, mais qui héberge une application qui a des prérequis en termes de dimensionnement qui sortirait du support de l'éditeur si jamais on réduisait la taille. Donc ça, c'est l'ensemble des points à prendre en considération. Maintenant, on va passer à la troisième partie de la présentation et on va vous présenter quelques missions types qu'on propose à nos clients pour les accompagner autour d'Azure. Mais avant ça, on a une question à vous poser. Allez, petite question. Quel est l'âge moyen de vos serveurs? 1 à 3 ans, 3 à 5 ans, 5 ans et plus. Curieux de savoir un petit peu ce que vous allez répondre. Je vois que ça vote encore vite. Vous êtes super réactif aujourd'hui. C'est top. 40% de votants. Hein. On va laisser quelques secondes. Mais c'est intéressant. On va partager les résultats avec vous. Comme ça, pareil, vous pouvez voir un petit peu comment vous vous situez par rapport aux autres. C'est toujours intéressant de voir comment est notre infra par rapport à celle des autres. Après, ça dépend forcément des secteurs. Hein. Mais ok, on laisse encore 5 secondes et puis je ferme et je vous partage les résultats. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un sondage qui s'affiche à l'écran. Vous avez juste à cocher une case et, euh, et comme ça vous pouvez répondre. Alors, je pense que tout le monde a eu le temps de répondre. On va fermer, on va partager les résultats. Je laisse Nordine et Bruno les commenter. Allez, c'est parti, je partage. Dites-moi quand vous voyez les résultats. On a 22% 1 à 3 ans, 58% 3 à 5 ans et 5 ans et plus 20%. Moi, je parle juste de moments propices en fait à l'étude du cloud public. En fait, il y a des moments où évidemment vous avez besoin de ressources supplémentaires, et puis il y a aussi le moment où le hardware commence à vieillir ou commence à nécessiter, on va dire, un remplacement. Voilà, c'est souvent ces moments-là qui sont vraiment propices à la réflexion du cloud public. En tous les cas, c'est ce qu'on remarque nous en général chez nos clients. Oui, les résultats sont intéressants parce que les serveurs sont souvent amortis en termes comptables sur une période de 3 à 5 ans. Et donc là, on voit qu'on a quasiment 80% des gens qui assistent à ce webinaire qui sont concernés par le questionnement. Est-ce que je dois envisager de renouveler mes serveurs ou de envisager une migration totale ou partielle vers un cloud public ou privé? Et je dirais, va se poser tout de suite la question en termes financiers, où je vais. Et là, on a, nous, une mission qui est vraiment adaptée pour répondre à ce type de questionnement, qui s'appelle Azure Go-to-Cloud. Donc, on analyse l'infrastructure existante avec des outils Microsoft et pour pouvoir projeter cette infrastructure dans Azure avec
tous les mécanismes d'optimisation financière qu'on a vus auparavant, et donc vous donner un budget vraiment au plus proche de ce que vous allez pouvoir implémenter dans Azure, et pareil, détailler avec à chaque fois l'impact qu'aura la migration ou pas, le changement de dimensionnement ou pas pour telle ou telle ressource. Et donc on conseille de faire appel à ce type de mission au moment où on doit renouveler un nombre important de licences, type le support VMware par exemple, ou se pose la question de devoir renouveler du matériel, ou si vous vous retrouvez en position d'acquisition d'une filiale ou ce genre de choses. Est-ce que vous allez devoir mettre en place, redimensionner vos équipes pour aller faire du support à distance, ou se déplacer, ou choisir de migrer l'infrastructure vers Azure. Et On a donc, même déjà vu, même pour comparer, faire des benchmarks avec d'autres clouds publics. Et donc vraiment, là, on analyse l'existant et on vous fait un rapport détaillé sur les projections, et on discute avec vous pour vraiment faire du transfert de connaissances autour des notions qu'on a abordées aujourd'hui. Et à la fin de cette mission, vous vous retrouvez pour chaque entité avec un certain nombre d'informations sur quels sont les points de blocage, par exemple, techniques qui peuvent exister à une migration, si vous avez des OS trop anciens ou ce genre de choses. Une estimation des coûts de compute et de stockage, une analyse détaillée des différents types de stockage et des impacts financiers à chaque fois, et puis une information de synthèse sur combien coûterait l'ensemble des sites et l'ensemble de la migration. Et vraiment, à chaque étape, vous avez les éléments qui vous permettent, donc là, je vous ai pas donné, je vous montre pas le détail, mais les éléments qui vous permettent de voir vraiment VM par VM, disque par disque, quels sont les impacts, puisque dans certains cas, des VM ou des disques vraiment puissants peuvent avoir un impact fort sur la facture mensuelle. Et surtout sur des infra vieillissantes ou des applications assez anciennes. On saura si elles sont cloud ready telles quelles, ou s'il faudra les refaire, les adapter ou les maintenir plutôt en local, parce que ce sont peut-être pas des ressources qui vont perdurer. Voilà, l'idée c'est vraiment aussi, t'as pas mis de photo là-dessus Bruno, mais c'est important de le savoir aussi. Et ça vous permet vraiment d'alimenter votre réflexion très en amont de votre projet. Et c'est vraiment le fait de faire appel à une entité tierce permet aussi d'éviter les biais de réflexion, les problèmes politiques qui peuvent exister parfois entre les différentes entités de l'organisation. Donc ça vous permet d'avoir une vision objective sur ce type de projet. Ensuite, une autre mission qu'on délivre auprès de nos clients qui sont en phase d'apprentissage, on va dire, d'Azure, c'est le Pack Starter Azure, où on voit ensemble toutes les problématiques de base autour d'Azure. C'est comment on attribue les droits d'accès, comment on définit une stratégie autour d'Azure, comment on définit les politiques de sécurité en termes de réseau, de groupe de ressources, quelles sont les bonnes pratiques pour déployer un projet. Et on prend en général un petit projet de test. Donc ça peut être le déploiement d'un VPN entre Azure et une infrastructure on-prem, ou on dira n'importe quel projet à la carte qui peut s'inscrire dans ce type de mission. Et comme j'expliquais précédemment, on s'attache vraiment à faire du transfert de compétences. C'est-à-dire que on vous fait manipuler sur votre souscription Azure. On ne fait pas les choses à votre place. On est là ensemble. On a des ateliers qui sont dans la durée définie au début du projet, et qui vous permettent vraiment de poser toutes vos questions à chaque
moment qu'il vous importe de prendre le temps de faire votre capture d'écran, de créer votre propre doc si vous en avez besoin pour faire vraiment un saut de compétences dédié à vos besoins. Et d'ailleurs, on a une autre question aussi aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez une solution de bureau virtuel? Alors, utilisez-vous une solution de bureau virtuel, Citrix, Microsoft RDS, VMware Horizon, autre, ou pas du tout? Je vois que ça vote pareil vite, hein, vous êtes super réactifs. Déjà plus de 30% qui ont déjà répondu. On va laisser quelques secondes encore. Ah, les premiers chiffres sont intéressants. Ok, 50%, laisse quelques secondes encore. Ah bah, ça va être, on va pareil, on va vous partager les résultats pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport aux autres. C'est toujours bien de savoir un petit peu ce que les autres font. Allez, encore 5 secondes. Oui, c'est vrai, on a laissé qu'un seul choix. Merci Xavier pour le retour. Bon, là du coup, vous allez devoir choisir. Allez, 5 secondes et on ferme. C'est parti. Je partage les résultats. Allez, partagez. Donc 9% sur Citrix, 36% sur Microsoft RDS, 2% sur VMware Horizon, 11% dans autres. Je pense que dans les autres, peut-être qu'il y en a qui ont peut-être plusieurs bureaux virtuels, types de bureaux virtuels. Et 43% non, pas du tout encore de bureaux virtuels. Et donc c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on fait du RDS, on a en termes d'IT, ça représente un investissement en temps et en connaissances qui est assez élevé et en maintenance aussi. Et aujourd'hui, Microsoft a développé l'Azure Virtual Desktop qui est, pour simplifier, un RDS en mode plateforme as a service dans Azure. Et ça, on propose une mission qui est le déploiement d'une maquette ou la présentation complète de la solution. Et ça peut présenter vraiment un intérêt pour les 36% de personnes qui sont sous RDS et 43% de personnes qui n'ont pas de bureau virtuel, voire aussi pour les autres. Parce que ça permet, une fois qu'on a franchi cette petite marche de connaissances, de pouvoir ouvrir des possibilités supplémentaires qui sont vraiment en termes de performance et de confort utilisateur et de sécurité au niveau de l'IT, qui sont vraiment intéressantes. Ça permet de se préoccuper en termes de sécurité uniquement de la partie authentification des utilisateurs et les utilisateurs se connectent à la solution à travers un accès web seulement. Et le poste de travail peut très bien ne pas être géré du tout par l'IT, puisque la sécurité se fait vraiment sur qui êtes-vous pour venir vous connecter sur ma solution AVD. Donc là, on a toutes les possibilités de MFA et de sécurité qu'on a vu au tout début de la présentation. Et une fois que vous êtes connecté sur une de mes VM, l'IT a la maîtrise totale du poste de travail. Donc ça c'est vraiment intéressant de se renseigner, voire tester ce genre de solution. Après des cas de figure où on peut retrouver des machines très très puissantes et donc si Oui. vous avez besoin de faire vous avez besoin de machines GPU très puissantes ou de machines qui nécessitent une carte Nvidia ou ce genre de choses. Microsoft a mis en place des grosses infra dans son cloud public. Donc, ça fait bien voilà, de mentionner ce point-là, Nordine, parce qu'effectivement, si vous avez des bureaux d'études qui font des calculs ou de la CAO, aujourd'hui, si vous devez acheter des postes de travail qui coûtent super cher, qui sont obsolètes au bout de 3 ans, vous avez la possibilité d'avoir des postes de travail aussi puissants, voire plus dans Azure, et qui, ramenés à une utilisation à l'heure, voilà, ne vont pas vous coûter si cher que ça, quoi. Donc ça peut permettre
de faire appel aussi, enfin, quand vous avez des travailleurs temporaires, des stagiaires, des prestataires, des consultants, vous pouvez mettre à disposition de ce personnel temporaire des machines très puissantes, mais sans avoir à investir dans du matériel. Donc ça, vous pouvez vraiment combiner les différentes options. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'on a encore un sondage. C'est aujourd'hui comment C'est le dernier. adressez-vous le télétravail? C'est le dernier, après vous êtes tranquille. Comment adressez-vous le télétravail? Donc VPN plus file server, pareil, hein. Bon là, vous n'avez qu'une case à cocher. VPN plus VDI on-prem, VDI cloud ou autre. Je crois que ça va vite pareil. C'est la dernière question. Bien sûr, vous allez avoir le replay, hein. Replay et aussi la présentation au format PDF et avec un lien aussi si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Bruno ou Nordine. Vous avez plus qu'à remplir vous avez juste à remplir le formulaire. Allez, ça a déjà voté à plus de 50%. Je laisse encore quelques secondes et on va partager pareil les résultats. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment vous citez par rapport aux autres. Sachant qu'il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise manière de l'adresser. Enfin, en tout cas, Bruno et Nordine vous en parleront. Allez, 5 secondes et je vous partage les résultats. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. Hop. 63% VPN plus file server, 18% VPN plus VDI on-prem, 3% VDI cloud et 18% en autres. Ok, donc ça c'est pareil, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'IT, vous avez besoin pour les 63% en VPN plus file server, il y a des problématiques de bande passante. Aujourd'hui, quand on ouvre un fichier à distance, dans ce type de configuration, potentiellement, on a des temps de latence qui sont importants. Et le fait de évaluer les solutions qui peuvent se présenter dans le cloud type Windows 365 ou Azure Virtual Desktop peuvent permettre de limiter les coûts IT, les efforts IT et améliorer le confort des utilisateurs. Donc aujourd'hui, Microsoft, pour adresser ce type de problématique dans le cloud, propose deux solutions qui s'appuient sur la même technologie, mais qui sont packagées différemment. Donc c'est Windows 365 et Azure Virtual Desktop. Le Windows 365, c'est un bureau virtuel que vous payez sous forme de licence. Vous payez une somme fixe par mois pour une VM de taille définie par le montant du loyer, que la machine soit en service ou non. En termes d'architecture, c'est vraiment très simple. Ça se comporte de la même manière qu'une VM appartenant ou non à votre espace réseau dans Azure. Et la différence par rapport à une VM en mode infrastructure as a service comme celle qu'on a créée tout à l'heure, c'est que Microsoft prend en charge toute la partie web gateway pour la connexion via HTTPS, ainsi que l'ensemble des créations, des opérations de création de la VM. Donc en termes d'architecture, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez inclure votre machine Windows 365 dans un virtual network Azure qui est relié à votre infrastructure par un VPN site à site ou la créer de manière complètement extérieure à votre organisation. En ce qui concerne Azure Virtual Desktop, c'est vraiment l'équivalent de RDS transposé dans Azure avec la gestion par Microsoft de toute la partie couche basse, donc tout ce qui est web gateway, broker, tous ces aspects-là qui sont à l'usage un peu compliqués à mettre en œuvre et à maintenir. Là, c'est Microsoft qui s'en charge. Et l'IT s'occupe ou pas de la partie poste de travail, puisqu'on peut très bien utiliser, aller dans le mode Bring Your Own Device, où les gens viennent avec leur poste de travail et s'en servent uniquement pour se connecter à Internet. Et en revanche, tout ce qui est ressources, les pools de VM, l'authentification, les applications qui sont publiées, là, l'IT a complètement la main
et on se retrouve à gérer des ressources et des services qui sont beaucoup plus proches des utilisateurs que dans le cadre des RDS où on a, en termes d'IT, beaucoup de ressources qui sont consacrées à quelque chose qui n'est pas visible, on va dire, de la part des utilisateurs. Les différences majeures entre Windows 365 ou Azure Virtual Desktop, on en a noté 3 ou 4. Là, c'est vraiment pour aller rapidement et ça, on pourra en discuter de manière plus détaillée si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais dans Azure Virtual Desktop, vous avez la possibilité d'avoir des OS clients multisessions, Windows 10 et Windows 11 multisessions, ce qui permet vraiment d'optimiser le coût. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une VM par utilisateur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un backup, en particulier des profils au niveau d'Azure. C'est potentiellement un intérêt supplémentaire. Pour ce qui est de la partie mise en réseau, Windows 365 dans sa version business ne propose pas de s'intégrer à une infrastructure réseau de l'entreprise. Et puis en dernier lieu, tout ce qui est auto-scaling, c'est-à-dire que dans la partie Windows 365, comme vous payez un coût fixe par mois, vous n'avez pas la possibilité de moduler vos ressources et donc de moduler vos coûts, chose qui est vraiment possible avec Azure Virtual Desktop et qui permet, en fonction des pics d'utilisation, de mettre les ressources nécessaires et de les réduire quand l'infrastructure est moins utilisée. Ensuite, pour finir sur ces aspects-là, et ce qui tourne un petit peu autour d'Azure, on voulait vous parler des solutions de backup avec notre partenaire Vim, qui s'intègre vraiment très très bien dans Azure, et que ce soit pour la partie sauvegarde des données, où vous pouvez très bien avoir un serveur Vim sur votre site de production qui fait du backup avec de l'externalisation dans Azure, dans lequel vous pouvez installer aussi un serveur Vim pour faire de la restauration, soit sur votre site d'origine, soit sur un site distant, soit dans Azure. Donc c'est vraiment définissez votre besoin en termes de fonctionnalité et on pourra trouver une solution avec Vim pour mettre en œuvre les ressources qui sont adaptées. Et en dernier point, Vim permet aussi de faire de la sauvegarde des données Office 365, donc tout ce qui est Mail, OneDrive, SharePoint, et de faire de la restauration vraiment très fine. On peut restaurer le mail que le PDG a supprimé par mégarde et qui était super important, de manière vraiment très simple et très rapide. Donc là, on a vraiment balayé de manière hyper rapide un ensemble de notions, de services, de produits. Mais voilà, l'idée c'était de vous proposer des choses, de vous passer le message, de nous poser vos questions et de voir comment on peut y répondre et comment on peut vous accompagner dans vos projets. Et j'en ai fini de la présentation, il reste 2 minutes, Alexis. Yes. Donc, je vous ai mis un lien pour prendre rendez-vous avec Nordine ou Bruno. Donc, voilà, c'est gratuit si vous voulez discuter avec eux. C'est un direct. Je pense qu'on va prendre quelques questions. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à les écrire, même là si vous voulez. Comme ça, déjà, on va voir sur lesquels on peut répondre. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, bien sûr, on reviendra vers vous. Donc, même si vous les écrivez et on vous répond pas, c'est pas grave. On revient vers vous quand même, mais on vous rappelle. Et si vous quittez un petit peu en avance, il y a une petite enquête rapide, il y a 3 questions. N'hésitez pas à nous dire un peu ce qu'on pourrait améliorer sur la prochaine présentation. Et voilà ce que vous souhaitez voir. Alors, les questions. Alors, on peut commencer par ça. Est-ce qu'il y a moyen de contourner le souci en héritant les tags de niveau souscription?
car cet héritage est effectif que dans les exports financiers, pas au niveau des ressources elles-mêmes. Est-ce que vous voyez les questions, Bruno? Alors, je suis en train de regarder. Il y en a pas mal, donc on va sélectionner quelques-unes. Alors, je suis. Éléments fondamentaux. Les tags, ça peut être un sujet à part entière. Donc, j'avoue que je comprends pas exactement le contexte de la question. Je pense que le mieux, ce serait qu'on en parle en détail. On peut faire vraiment pas mal de choses avec les tags. Donc, je préfère qu'on en discute tranquillement. Je vois, il y a une question, quid des contrats CSP? Nous avons accès à peu de choses au final. Alors là, il y a des évolutions qui sont proposées par Microsoft tous les jours et par aussi les CSP, donc le groupe Bechley en ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, en termes de cost management, au moins chez nous, je ne sais pas comment ça se passe chez nos concurrents, mais vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des informations des cost management. Donc ça c'est pareil, si à un moment il vous manque des choses, n'hésitez pas à nous questionner et on pourra faire le lien avec le groupe. La dépense énergétique pour un aspect numérique responsable, oui effectivement, Microsoft a développé des outils pour pouvoir mesurer l'impact, l'empreinte carbone de l'infrastructure. Aujourd'hui, ça rejoint la question du dessus. Dans les contrats CSP, c'est un peu compliqué à obtenir. On y travaille. Je sais qu'il y a des choses qui avancent de notre côté. Pour l'instant, j'ai pas encore de date pour la partie de disponibilité pour ce type d'outils. Mais ça, dans les contrats type accord entreprise ou MCA, c'est déjà Alors, disponible. on peut trouver des outils déjà tiers, mais c'est Power BI qui n'est pas directement connecté en flux avec le CSP. Une question d'organisation entre Microsoft et ses partenaires, c'est là que ça va bouger. Mais des outils tiers déjà peuvent vous aider en se connectant sur le tenant pour pouvoir récupérer ces informations. Mais effectivement, Power BI pour le moment, eh ben, c'est pas encore le cas. Ok, donc il y a une question, le bureau virtuel, ça peut être intéressant à condition que les ressources serveurs utilisées soient sur un réseau connexe, par exemple en architecture 3 tiers. Oui, effectivement, c'est-à-dire que le bureau virtuel, aujourd'hui, pour les gens qui ont répondu qu'ils utilisaient du RDS avec ou du VPN plus file server, on amène les utilisateurs distants dans l'infrastructure. Là, si on utilise le VDI dans Azure, on rajoute une distance potentielle entre le poste de travail et les ressources type fichiers ou applicatifs. Donc, ça peut me interroger sur des modifications d'infrastructure ou de répartition des ressources. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, on, on en discute quand on fait ce type de présentation. Ah, une petite dernière peut-être. Ouais, qu'est-ce que je vais... Azure Virtual Desktop, c'est la même chose que Windows 365 ou pas. En termes techniques, ça s'appuie sur la même chose. Et quand on commence à regarder l'utilisation et la facturation, ce sont des choses différentes. Donc ça, c'est pareil. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, Alors c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est-à-dire Windows 365, c'est du SaaS, hein, Software as a Service. Le seul point commun que vous avez avec l'Azure Virtual Desktop, c'est qu'on peut appliquer le hybride bénéfice. Donc, si vous avez déjà votre Windows Enterprise dans vos packs Microsoft, on peut déclarer dans les deux cas et ne pas et donc de pouvoir ne pas payer cette partie. Enfin, dans la VD, de toute façon, vous êtes obligé de l'avoir, hein, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas le choix. Mais pour euh, voilà, pour la différence entre les deux, c'est ça. D'un côté, vous avez une infrastructure qui est déjà mise en place et vous ne contrôlez rien, c'est Microsoft. Et de l'autre côté, c'est à vous de tout faire.
Bon, bah écoute, Alexis, je pense qu'on a fait le tour Ouais, là. on Les gens va, on commencent à répondra, partir. on répondra, on répondra au reste en, comment dire, en off. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, même par retour mail, hein, il n'y a pas de souci, on y répondra. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir partagé aussi vos informations, c'est cool. On a pu vraiment les partager aussi avec vous pour voir un petit peu comment vous vous situez. On vous enverra bien sûr la présentation en replay, la présentation en PDF et un lien pour prendre rendez-vous avec Nordine et Bruno si ça vous intéresse de discuter avec eux de vos projets. Voilà, donc à bientôt pour un nouveau webinaire et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit surtout. Merci beaucoup. Au revoir.